Quand la grand-mère me disait on va aux marionnettes, on va aller voir Veste Rouge, j'étais content. Et ça, j'avais trouvé ça fort. Et je m'étais dit que quand je serai grand, je vais essayer de faire ça. Et un jour, je suis devenu grand, j'ai rencontré les calebasses, et là, j'ai fait ça. Si les maris savaient que tout ça, c'est pour mettre les femmes en arrière, ils n'allaient pas. Donc, moi, j'ai eu cette faveur. Vraiment, même je suis mariée, il ne m'a jamais serré dans quoi que ce soit. Il m'a toujours laissé la liberté de courir, de voyager. Sabine et Yvon, tous deux ancrent une partie de leur vie au Burkina Faso. L'une y est née et y a grandi avant d'aller tenter sa chance en Côte d'Ivoire. L'autre s'y est aventuré à l'époque sankariste. Séduit, il est revenu s'y installer à l'âge de la retraite. À Poitiers, Yvon, l'éducateur spécialisé, a rencontré fortuitement Koutbi, un enseignant burkinabé charismatique. Et ils ont décidé ensemble de s'investir dans la création de l'association Benep Nouma, qui signifie littéralement « Il est bon de vivre ensemble ». L'idée étant de monter dans un quartier central de Koudougou un projet pédagogique permettant de valoriser les valeurs africaines de solidarité. Sabine est présidente de l'association féminine Tektaba pour la suivi des rapatriés de Côte d'Ivoire, qui rassemble plusieurs centaines de femmes burkinabées. Les Burkinabés, fuyant la Côte d'Ivoire, n'ont pas toujours été bien accueillis par leurs compatriotes. Considérés comme des déracinés ayant coupé sciemment les liens avec leur pays d'origine, qui leur faisait honte, nombre d'entre eux ont pu expérimenter l'inhospitalité au quotidien. Ils ont été rebaptisés abusivement, rapatriés, alors que la majorité d'entre eux ont été refoulés et ont regagné leur pays d'origine par leurs propres moyens. J'ai découvert la Côte d'Ivoire en 1991, après l'école. Je suis allée chez mon oncle, parce que ici, j'ai passé un concours, ça n'a pas marché. Et puis, j'ai dit, comme je ne pourrais pas poursuivre les études là encore, je ne peux pas rester aussi comme ça. Donc, j'ai demandé la permission aux parents pour aller chez mon oncle en Côte d'Ivoire. Parce que je n'ai pas aimé nos parents qui s'en vont rester là-bas des années et des années, qui ne viennent pas. Je n'ai pas aimé ça. Donc, moi, j'ai dit que je ne vais pas aller. Et chaque année, je dois venir. Chaque fois que j'ai trouvé une activité qui pouvait me permettre ces déplacements, je tombe là-dessus. En 1995, je suis repartie en Côte d'Ivoire encore. Donc c'est là-bas que je suis restée, j'ai créé une activité, je faisais la coiffure et j'ai pu acquérir un petit portion de terre là-bas, que j'ai fait un kiosque et restaurant. Je partais aussi avec la femme d'un grand frère qui était vers Soubré. C'est avec elle, la teke là, c'est avec elle que j'ai appris. Mais tout en n'est pas, je ne savais pas ce qui m'attendait devant. Je suis né en Bretagne, donc j'ai été élevé moi par les grands-parents sur l'Orient, la Nester, et à 8 ans, mes parents m'ont repris sur Quiberon avec les frères et sœurs qui étaient là-bas. Si je te dis ça, c'est parce que l'influence, je suis conscient que l'influence de ma vie avec les grands-parents n'est pas neutre, si tu veux, dans mes souvenirs. Il y a de cinéma, c'était Si tous les gars du monde, tu vois. J'avais une grand-mère communiste, qui était, même à l'époque, tu vois, elle faisait partie du conseil municipal. Dans mes souvenirs, c'est les lectures aussi. On avait peu de lectures. Tu avais les premiers bouquins pour enfants qui arrivaient. J'ai 68 ans maintenant. Et j'ai tout à fait conscience que dans mes lectures,
il y avait Mangazou, le petit pygmée. Je me suis pas identifié, mais j'aurais bien aimé, j'aurais bien aimé être un petit Mangazou, tu vois, comme ça. Moi, en 2001, j'ai décidé de venir m'installer ici. Et j'ai ramassé tous mes affaires. Et j'ai décidé de venir installer les kiosques et puis rester ici. Mais malheureusement, je suis venue avec mes bagages beaucoup. Je n'ai pas eu de bonnes personnes honnêtes qui m'ont accueilli. Et c'est ça la difficulté de ceux qui quittent ailleurs. Tu arrives, tu deviens comme étranger. Les gens premiers qui vont t'aborder, si tu n'as pas fait attention, c'est pour soutirer ce que tu as. Et puis on prêter l'argent. J'étais obligée de vendre parce que je ne pouvais même pas garder tout ça. Et j'ai dit que je vais repartir. Je dis chiche, je vais t'aider à monter ton école là-bas. Et tous les ans, je suis venu passer les vacances là. Donc tu vois, pour moi c'était une grande chance. J'avais vécu mai 68 et voilà que je vivais une deuxième révolution. Moi qui en France a refusé de faire le service militaire et puis été emprisonné comme un soumis. Je me retrouvais ici dans une deuxième révolution, mais avec des militaires. J'étais un peu sceptique au départ, et quand j'ai découvert le charisme de Thomas Sankara et puis l'abnégation qu'il avait pour son pays, les espoirs qu'il avait effectivement de construire une patrie d'hommes intègres, j'ai été vraiment séduit aussi. Quelques hommes bien placés s'enrichissaient après avoir agité à travers le monde des images misérabilistes. On a été voir des exemples de garderies populaires, donc on a tourné un petit peu partout. Et il y avait tout à imaginer. Honneur au peuple, pouvoir au peuple, tout le pouvoir au peuple, la patrie ou la mort. Et quand la guerre a commencé et que le marché a ralenti, moi, je croyais que c'était quelque chose qui allait passer. Les quartiers qu'ils ont brûlés, c'était devant moi. Donc, j'ai dit, je vais profiter de ce temps-là que le marché a ralenti pour aller arranger le matériel que j'ai laissé ici en vrac là. J'ai souffert puisque je ne savais pas que ça allait durer. Donc, en tout cas, j'ai souffert. Si on dit souffrance, là, j'ai souffert. Je suis allée dans un salon pour chercher travail. J'ai travaillé là-bas, ils ne m'ont pas payé. Je suis allée dans un restaurant. J'ai travaillé, on ne m'a pas payé. Donc vraiment, j'ai souffert. Et au bout de toute souffrance, j'ai dit, j'ai décidé de repartir en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je sais que c'est la guerre. Mais je sais que là-bas, je vais avoir à manger. Parce que ici, là aussi, je meurs à petit feu. Les parents sont là, je ne peux même pas faire quelque chose pour eux. C'est moi-même, je ne peux même pas m'en sortir. Donc je préfère aller manger et puis on va venir me tuer que de mourir à petit feu. Et c'est ça avec ça que je suis repartie. Avant même le coup d'État de septembre 2002, la Côte d'Ivoire était passée sous haute turbulence identitaire. En 2001, au lendemain de l'élection de Laurent Gbagbo à la tête du pays, des incidents violents se sont multipliés. Les violences politiques se radicalisèrent encore davantage après le soulèvement de militaires rebelles en septembre 2002. La Côte d'Ivoire fut coupée en deux. Le nord était contrôlé par les forces nouvelles, le sud par les troupes loyalistes. En 2003, les exactions s'intensifièrent à l'encontre des Burkinabés quand les autorités ivoiriennes rendaient le Burkina Faso responsable de l'organisation des opérations de déstabilisation. À nouveau, plusieurs dizaines de milliers de ressortissants quittèrent le territoire ivoirien. La frontière fut fermée entre les deux pays. Les bureaux consulaires burkinabés de Bouaké, Soubré et d'Abidjan furent détruits. Sur toute la période de tension du début des années 2000, on estime que le Burkina a dû faire face à l'afflux de plus de 600 000 compatriotes. C'est donc dans ce climat extrêmement tendu que Sabine a continué ses allées et venues entre Ouagadougou et Abidjan. Dans le quartier de Cocody à Abidjan, Sabine fut initiée par une maman ghanéenne à tous les secrets de la fabrication artisanale de l'eau de Javel.
Je faisais des barriques et des barriques, explique-t-elle. Un miracle de Dieu. Grâce à cette activité complémentaire, en quelques mois, elle a pu s'enrichir à un tel point qu'elle avait même oublié de rentrer au Burkina. Mais un jour, des parents l'ont appelée. Elle y a vu un autre signe de Dieu. J'ai eu l'argent, je vais repartir, résulte-t-elle. Elle a repris la route pour Ouagadougou en août 2003. Dans les tournées culturelles, il faisait donc des matchs de foot, du théâtre, c'était les militaires, c'est que des hommes, même déguisés en femmes, pour traiter des sujets, le mandat, donc pour machin, le mariage forcé, enfin toi c'était vraiment dans l'esprit Sankara, travail auprès de la population. Et moi je faisais de la magie en me disant je vais après leur démystifier. Et j'ai tout raté parce qu'en fin de compte, les gens me prenaient pour un Guinamori. Donc, mais enfin ça a été pour moi une expérience fantastique. Et là, ça a changé vraiment ma façon de voir les choses. Et je me suis dit, mais vraiment, au lieu de toujours, comme chez nous, d'aller en ligne droite d'un point à un autre, d'avoir nos rendez-vous précis et des machins, je me suis dit, je préfère vivre un peu comme un bouchon sur la mer, en me laissant aller par les événements, et en allant de A à B, plutôt que de ne pas regarder ce qu'il y a autour de moi, je vais découvrir et peut-être faire des rencontres que je n'avais pas imaginées. Je venais pas pour construire quelque chose, reproduire quelque chose qu'il y avait en France, mais au contraire, la grande chance que je trouvais qu'on avait, c'était de pouvoir tout imaginer et tout faire en fonction, puis moi découvrir aussi la façon de vivre d'ici, une manière de penser différente. Il m'avait donné une maison en banco avec une cour. Et j'avais mon canari, ma lampe tempête, j'avais fait une table et des bancs pour pouvoir... tu vois, c'était sommaire. Et puis j'avais un matelas sur la fin. Et Dieu savait ce qu'il préparait pour moi devant. Et quand je suis repartie, tout était cassé. Ils avaient tout cassé. Et comme on le dit, les Ivoiriens ne sont pas... Je ne connais pas les autres ethnies ou les choses là, mais l'Ivoirien ne garde pas rancune. Une fois le problème s'est venu, si c'est passé, c'est passé. Vraiment, j'ai eu le courage d'aller saluer mes clients, qui étaient les gendarmes, et puis les policiers. Et vraiment, ils m'ont aidé. C'est eux qui m'ont aidé à remettre mon kiosque en marche. Tu nous donnais à manger, tu nous as laissé, puis tu es parti. Tu nous as laissé, tu es parti au pays. Et puis tu veux qu'on nous va manger comment? Vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Il y a toujours plein de gosses dans ma cour. Et on m'a confié des enfants. D'abord, il y a un enseignant qui est venu me dire, tiens, il y a Robert là qui vient de Côte d'Ivoire, son papa est décédé, la maman a été donnée à son frère, il n'est pas scolarisé, est-ce que tu pourrais t'occuper de lui, ça lui ferait du bien. Il était d'accord pour venir avec moi, donc je l'ai pris avec moi. Il y avait un autre jeune, pareil, qui lui était en conflit avec ses parents, pareil, le papa était décédé. Il voulait aller travailler en Côte d'Ivoire. Comme je le connaissais, je lui dis écoute, je trouve que c'est pas une bonne idée. Je dis si tu veux, je veux bien m'occuper de toi, que tu ailles toi apprendre à faire le bronze, parce qu'il aimait bien le bronze. Et le cinquième, c'était un jeune qui était en face aussi de la maison. Je croyais qu'il était tout le temps dans la cour, mais je pensais que les vieux en face, c'était ses parents. Et c'était les grands-parents. Et quand il a fallu que je rentre en France, j'avais du mal à les laisser comme si je les abandonnais. Donc j'ai demandé aux familles ce qu'elles pensaient si je les ramenais avec moi en France. Bon, tout le monde a été d'accord. Donc j'ai fait tous les papiers, toutes les démarches administratives pour pouvoir obtenir les autorisations et puis un droit de garde de juge pour enfants. Je suis rentré en France et j'ai fait revenir les 5 enfants qui ont retrouvé Julie et Titi qui étaient déjà là. Et donc je me suis retrouvé tout seul avec 7 gosses, tu vois, et reprenant mon boulot. Quand on allait dans les magasins, les gens nous disaient « vous êtes un centre ?» Une fois qu'ils ont été là, on a monté une association. Ils étaient quand même une grande famille et on faisait des interventions dans les écoles, dans les associations, pour pouvoir faire découvrir le Burkina. C'était ça mon projet.
Au départ, dans ma tête, je m'étais imaginé, je dis je retourne avec eux en France, on les forme et on revient ici faire quelque chose. Je n'avais pas imaginé vraiment qu'eux, ils allaient avoir leur vie de France, leurs rencontres, les copines, les machins, et puis leurs projets à eux, qui n'étaient plus du tout les projets avec moi. Normal, si tu veux. Mais dans mes objectifs de départ, c'était ça. Au lendemain des premiers refoulements, en 2003, Sabine a créé l'association Tech Tabac. Dans le même temps, elle s'est investie dans la transformation du manioc en attiéké, sorte de couscous ivoirien. Elle a participé activement à la modernisation de la filière manioc au Burkina Faso et a joué un rôle déterminant dans la mise en place de l'Union nationale des transformatrices du manioc. Mais moi, toujours, je ne savais pas ce qui m'attendait. Et toujours, quand je suis revenue, je comptais toujours repartir. L'attiéké est beaucoup consommé ici. Or, pourtant, c'est une activité que nous aussi, on connaît, que ceux qui sont ici ne connaissent pas. Mais comment faire pour pouvoir travailler? Et c'est là qu'on a commencé à prendre les renseignements où on peut trouver du manioc. Et une ONG suisse qu'on appelle Helvetas. Donc, je suis partie là-bas. J'ai entendu qu'ils accompagnent pour produire le manioc et j'étais partie dans cette optique-là. Et ils ont commencé à nous envoyer le manioc, mais les tubercules. Mais on a vu que vraiment ces tubercules-là n'étaient pas adaptés. Et ils ont fait les études du côté de la production. Ils n'ont pas combiné avec la transformation. Ce qui fait que les tubercules sont gros, mais ce n'est pas adapté à la transformation des produits que nous voulons. On se regroupe, on se regarde, on passe la journée, on n'a rien à manger, on ne sait pas, à retourner à la maison aussi, voir les enfants, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire aux enfants. Donc, c'est vraiment difficile. J'ai dit à Dieu, tu m'as mis au devant de toutes ces femmes et que tu ne trouves pas un ici, on va faire comment? Et vraiment, Dieu a entendu notre prière. Mais j'ai tellement réfléchi que j'ai oublié même que pour préparer le plat Kali, on met dans l'eau. Donc, c'est le constat que j'ai fait. J'ai enlevé l'eau et j'ai continué la procédure. J'ai fait l'attiéké. C'était impeccable. Ces jours-là, c'était le jour de notre... qu'on a été sauvés. Donc, j'ai dit, c'est bien, mais si l'attiéké, on le fait et on le sèche rapidement, il ne faut pas attendre que ça va dégrader avant que tu vas prendre pour étaler. On garde toutes les saveurs. Les femmes continuaient dans le frais, mais moi, mon idée était déjà partie ailleurs. Et c'est comme ça, en 2009, là, je suis partie participer à la semaine verte de Berlin. Deuxième jour, ils ont parlé de l'attiéké dans le journal. Donc, c'est ça, les Ivoiriens sont venus beaucoup. Ils croyaient que c'était la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés, c'était moi. Ils étaient étonnés. J'ai dit non, il ne faut pas être étonné. Parce que j'ai appris ça de la Côte d'Ivoire. C'est le Burkina, c'est vrai. Mais je dois ce savoir-là aux Ivoiriens. On a déporté la Côte d'Ivoire à Ouaga. Moi je pense que la marionnette que j'aime, c'est celle qui n'a pas besoin de parler. C'est des petits poussins, c'est des tortues, c'est des machins. Uniquement le fait, elles vivent leur vie d'animal. T'as un héron, je vois ce matin j'ai sorti le héron, j'ai été le présenter à une grue. Donc j'ai été présenter mon héron à un machin, j'aime bien jouer avec. L'important c'est d'essayer de les faire que le héron il marche comme un héron, et puis que tu peins, j'ai des grandes autruches, et puis je vis actuellement avec des bois-bas, tu vois, donc des griots qui font le tissage et puis qui sont musiciens. Et donc c'est cette rencontre-là moi qui m'intéresse. C'est sur fond musical que les marionnettes se rencontrent, vivent, et puis j'ai formé aussi les jeunes à la manipulation. Ça fait que comme ça, les marionnettes peuvent se rencontrer. Tu vois, la grande autruche, elle peut maintenant, je lui ai fait un petit bébé, et puis donc il peut y avoir des relations, tu vois, de tendresse entre les deux.
Moi je me dis maintenant, c'est en tant que vieux, qu'est-ce que je peux donner ou laisser dans ce monde pourri là, si c'est pas un petit peu de poésie, qu'est-ce qu'on a d'autre à apporter? Si tu me dis dans quelle association ou dans quel mouvement je peux vraiment militer en imaginant que ça peut faire changer les choses, je crois que c'est des petites gouttes qu'on apporte chacun les uns ou les autres dans oui, une dimension, je dirais, poétique, sensible. C'est comme ça que je me situe aujourd'hui. Et puis de créativité, si tu veux. Et le choix que je fais, c'est en plus de partir d'éléments simples, d'éléments de la nature, enfin comme on dirait ici, des dons de Dieu, et puis de les faire vivre. Et puis c'est très agréable, un vieux comme moi, d'être encore avec des jeunes et puis de garder mon âme d'enfant, c'est une chance. Je ne vivrais pas ça si j'étais en France. Sabine a fait construire une unité de production industrielle d'attiéké sec à la périphérie de Ouagadougou. Elle a été appuyée dans sa démarche par le PDA, le plan de développement agricole, une initiative financée par la GIZ, une structure de coopération allemande. Sabine souhaitait monter une coopérative ou un GIE avec les femmes de l'association des rapatriés, mais elle a été dissuadée. Résultat, en tant qu'entrepreneur individuel, elle a emprunté 52 millions de francs CFA sur 5 ans. Elle a embauché une dizaine de femmes du quartier et vient tout juste de démarrer la production. Un sacré défi. Parce que mon profil là, c'est quoi? Mon profil là est que cette innovation a aidé beaucoup de familles. On n'est pas des mendiants. Et à partir de 2010 là, comme je l'ai dit, les femmes sont installées à leur propre compte. C'est les réunions, s'il y a quelque chose. Et moi, mon devoir, c'était de les accompagner dans le renforcement des capacités. Moi, si ce n'est pas mes parents, comme j'étais seule, je n'ai pas enfant, donc je n'avais pas beaucoup d'engagement. Je ne peux pas dire que c'est une bonne situation, mais cette situation, je peux le reconnaître, m'a permis d'être efficace parce que je n'avais pas d'engagement qui m'empêchait. Mon premier principe, j'ai dit, je ne suis pas fonctionnaire, mais tout ce qui est dans les maisons de mes camarades qui sont fonctionnaires là, moi aussi je vais avoir ça chez moi. Ma maison aussi c'est comme maison de fonctionnaires, donc je ne regrette pas. Et deuxièmement, j'ai dit je ne vais pas dormir chez moi. Personne ne va dormir sans manger. Si tu ne veux pas manger, c'est que tu ne veux pas manger, mais ce n'est pas parce qu'il manque de nourriture. Et troisièmement, je ne prépare pas avec le bois. Et le bois, parce que j'ai regardé la souffrance au village là, j'ai voulu tout balayer. Je ne veux pas que quelque chose va me suivre. Et vraiment, Dieu m'a exaucé.